Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, le thème, c'est repousser les limites du prototypage grâce à l'impression 3D. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Maxime Hirt de Decathlon. Merci Maxime de ta présence et merci également à notre fournisseur BCN 3D. Mais avant tout, je vais vous présenter le sommaire. En intro, on va commencer par la présentation des différents intervenants de ce webinaire. Dans un premier point, nous allons voir comment Decathlon a intégré la fabrication additive en interne. Puis nous aborderons la phase de prototypage qui permet d'internaliser le développement produit. Dans la troisième partie, nous verrons les avantages qu'apportent les imprimantes BCN 3D et leur technologie IDEX. Puis nous passerons au retour d'expérience de Decathlon et les horizons de l'ADLAB. En conclusion de ce webinaire, nous aurons un moment d'une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser pendant tout le long de cette présentation dans la partie Q&A. Je vais me présenter, je suis Samuel Cabaret-Baudron, je suis passionné par l'impression 3D et ce qui gravite autour. Je suis actuellement formateur chez Ava 3D et mon objectif, c'est de transmettre mes connaissances et mon expérience à nos clients pour qu'ils puissent exploiter au mieux leur imprimante 3D. La société Ava 3D est implantée depuis 2013. Nous sommes leaders en France dans la distribution et la commercialisation de solutions de fabrication additive. Notre siège social est basé au Mans et nous avons une agence à Lyon. Nos équipes techniques et réparation sont également basées au Mans, ce qui représente un réel avantage pour nos clients. Avant tout, Ava 3D Group, c'est 4 entités avec l'objectif d'accompagner nos clients dans leurs besoins d'équipement 3D et de formation. MakerShop, c'est notre entité spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression 3D professionnelles de bureau. Notre site en ligne propose des imprimantes 3D, des matériaux, filaments, résines, poudres et des accessoires, pièces détachées. Neofab, c'est l'entité industrielle du groupe avec un accompagnement de nos clients sur la faisabilité de leurs projets, depuis le choix de l'imprimante 3D, la qualification du matériau, en passant par l'installation et la mise en service. Sotec est notre entité de distribution. Notre réseau revendeur implanté en France a accès à un grand catalogue de références pour leurs clients finaux. L'entité Ava 3D Academy a été créée cette année. C'est un organisme certifié Calliope dédié à la formation. Nous accompagnons nos clients sur des modules de formation personnalisés pour qu'ils puissent maîtriser les sujets liés à l'impression 3D, les imprimantes, la partie modélisation, les scanners et bien d'autres encore. Maxime, je te laisse te présenter et nous en dire plus sur l'ADLAB de Decathlon. Merci Samuel, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Maxime Hirt, je suis chez Decathlon depuis bientôt 5 ans et je suis en charge de la partie prototypage par fabrication additive pour Decathlon. On va voir durant la présentation qu'on va aborder plusieurs sujets autour de la fabrication additive avec les 3 piliers de l'ADLAB et du coup, je m'occupe de la partie prototypage. L'ADLAB a été créé en 2016 par Julien, Romain et Eddy et l'objectif au démarrage était de rendre accessible la fabrication additive à l'ensemble des collaborateurs chez Decathlon pour permettre d'accélérer le développement de nos produits en interne, puisqu'il faut savoir que Decathlon est concepteur de ces produits. Donc l'ensemble des marques Decathlon, Quechua, Wedze, que vous pouvez retrouver en magasin, sont conçues en interne et donc l'ADLAB est un des outils qui permet d'accélérer le développement de nos produits pour les mettre plus rapidement en magasin. C'est ce qu'on appelle chez nous le time to market. Et l'autre objectif d'internaliser le prototypage, c'était aussi de conserver la propriété intellectuelle, puisque avant on utilisait des prestataires externes qui font aussi du prototypage pour de la concurrence. Et donc là, le fait de le garder en interne, ça permet de garder les projets le plus longtemps possible confidentiels chez nous et de ne pas les partager avec d'autres. Au niveau du déploiement de la fabrication additive chez Decathlon, on a suivi un peu le même principe de duplication que l'entreprise a eu, puisqu'il faut savoir que l'entreprise a ouvert des centres de conception produits proches des lieux de pratique. Donc, si on prend l'exemple des sports de montagne, on a Salanches et Domancy pour tout ce qui est ski et alpinisme. Et tout ce qui est sport d'eau, on a par exemple Hendaye. Et donc, l'ADLAB est venu se greffer à ces centres de conception et a ouvert des centres qui sont découpés en 3 gammes possibles. La gamme 1, comme à Cestas au niveau des sports chasse et pêche,
où là, on a uniquement des imprimantes FDM qui vont permettre de prototyper rapidement ce qu'on va appeler chez nous des proto-monstres, une forme globale, les premières itérations d'un projet. Après, on va avoir une gamme 2 comme à Andai ou à Taïwan, où là, on va avoir une notion d'impression résine, de post-traitement un peu plus poussé, qui va pouvoir permettre aux concepteurs et designers de valider un design sur nos produits. Et enfin, on a la gamme 3 à Lille, là, qui est une ouverture fournisseur, c'est-à-dire qu'on a passé l'ensemble des audits qualité et HRP qui nous permettent de fournir des pièces à destination des clients. Et ça rentre dans le cadre des 2 autres piliers de chez Decathlon au niveau de l'AdLab qui vont être la production et le SAV. Phrase qui résume un peu l'objectif et les compétences qui vont permettre d'obtenir le meilleur résultat. Ça va être de trouver le bon équilibre pour les différents projets entre la matière et la machine. Donc, le bon process et la bonne matière qui vont permettre de répondre aux besoins des sports et donc d'obtenir le bon résultat pour valider ce que le designer ou concepteur souhaite valider sur son proto. Au niveau de la fabrication additive chez Decathlon, s'il fallait retenir quelques chiffres, depuis le début de l'année, on est un peu plus de 15 000 protos réalisés pour l'ensemble des marques sur l'ensemble du réseau. Ça, c'est pour le premier pilier. Pour le deuxième, au niveau de la production, on vient tout juste de dépasser là, les 50 000 pièces produites. Donc, quand je dis pièces produites, c'est des pièces ou composants. Donc, c'est des produits ou composants à destination des clients. En majorité, ce sont des composants vélo, donc qui sont imprimés à Lille et assemblés sur la chaîne d'assemblage de vélos qui se situe également à Lille. Et enfin, le dernier pilier qui est au niveau de la réparabilité de nos produits, donc gros challenge de l'entreprise, comment on vient augmenter la durée de vie de nos produits pour que la pratique soit le plus long possible. Et donc là, on propose aux clients ou aux ateliers, donc soit directement en atelier en magasin, soit directement sur decathlon.pi, .fr, .espagne, .be, etc., de pouvoir commander des pièces détachées qui ne sont pas stockées, uniquement un fichier digital qui est dans nos serveurs, et on imprime à la demande le produit, le composant pour réparer le produit chez les clients. Et donc ça, depuis le début de l'année, on est à un peu plus de 1100 produits réparés grâce à la fabrication additive, ce qui équivaut à peu près à 56 tonnes de CO2 économisées, puisqu'on parle généralement de gros produits comme des tables de ping-pong ou des vélos d'appartement, par exemple. Et le dernier chiffre, c'est ce qu'on a vu sur la slide précédente, c'est 7 centres répartis en France et dans le monde. Le centre à l'étranger, c'est celui de Taïwan. Et donc là, on est au plus proche des concepteurs et designers pour réduire cette notion de time to market et être le plus efficient possible au niveau du réseau. Les missions de l'AdLab, quand l'AdLab a démarré, on était convaincus qu'il ne fallait pas uniquement être dans le physique, donc la réalisation des prototypes, mais aussi dans l'accompagnement des différentes marques en amont, donc au niveau du digital. C'est pour ça qu'on a travaillé les 3 premiers piliers qui vont être le scan 3D, comme on vient récupérer une morphologie ou un produit existant, le design, très lié à la fabrication additive, donc le DFAM, Design for Additive Manufacturing, où là, on a 2 designers chez nous qui sont ultra spécialisés dans le design propre à la fabrication additive. On a un ingénieur méca qui est plus, spécialisé dans le compliant, donc comment on vient faire des assemblages malins, un peu plus smart au niveau de la fabrication additive. Et on a aussi des doctorants sur les matières qui vont nous permettre d'avoir le bon couple matière-machine et donc qui vont travailler sur tout ce qui est caractérisation de nos matières et des produits réalisés en fabrication additive. Et enfin, les 3 derniers piliers que j'ai évoqués précédemment, le prototypage, la production et le SAV. De l'embryon de l'idée, le proto, jusqu'à la gestion de fin de vie de nos produits, le SAV, en passant par la production par fabrication additive. Merci Maxime. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur la partie intégration de l'impression 3D chez Decathlon? Oui. Alors, on va voir ça à travers 2 exemples, 2 cas d'application qui sont fortement liés et qui sont exclusivement liés au FDM. Le premier, c'est au niveau de la chaussure. Un des cas qu'on avait précédemment, c'est qu'en général, quand on prototypait une semelle de chaussure, on imprimait soit la droite, soit la gauche. C'était un gain de temps, ça évitait de valider sur les 2 semelles et une seule permettait de valider la majorité des points qu'on avait besoin. Et grâce à la technologie iDates sur BCN, ça nous a permis d'imprimer à la fois la droite et la gauche en même temps, sans perdre de temps, puisqu'on pouvait imprimer en mode miroir. Et donc là, sur l'exemple qu'on voit à l'écran actuellement, ça nous a permis en un peu plus d'une journée et demie
en PLA, de pouvoir imprimer cette semelle et donc de valider à la fois les crampons, la forme générale. Et après, quand on voudra valider de façon un peu plus précise, on passera sur d'autres technologies. Mais dans les premières étapes, ça nous a permis d'accélérer le développement de nos semelles. Au niveau du deuxième cas d'application, c'est toujours avec du PLA. Et là, on part au niveau de Salanches et on est plus sur des accessoires de randonnée et sur la notion de grand format. C'était un des points bloquants un peu dans les premières étapes de prototypage chez nous par FDM. On était un peu bloqué par la taille de nos plateaux. On était généralement obligé de découper les pièces. Et donc là, grâce au volume d'impression sur la W50, ça nous a permis d'élargir le champ de prototypage chez nous. Et donc, en un peu plus de 2 jours, on arrive à prototyper une pièce grand format et donc de pouvoir valider aussi les premières étapes durant le projet au niveau de la forme globale du projet sur du grand format sans avoir besoin de découper, coller et donc assembler la pièce par la suite. Les avantages du coup qu'on a pu tirer de la fabrication additive au niveau de BCN 3D avec la W50, on a gagné du temps puisqu'on imprime avec la technologie IDEX 2 semelles avec le même temps que pour une précédemment et on valide droite et gauche en même temps. Et l'autre avantage, c'est élargir le champ des possibles, comme j'évoquais avec le deuxième cas, sur le grand format et donc d'aller plus loin dans le prototypage grand format dans les premières étapes et donc de gagner du temps également sur le découpage de fichiers et sur le collage post-impression. Merci Maxime pour cette présentation. Pour ma part, je vais vous présenter les imprimantes BCN 3D avec la technologie IDEX. BCN 3D, c'est une société espagnole qui a été fondée en 2011 à Barcelone et qui intègre la technologie IDEX sur leurs imprimantes depuis 2015. L'IDEX, c'est ce qui va permettre d'utiliser les 2 têtes d'impression en simultané pour plus de possibilités et de polyvalence. Et l'imprimante, c'est une imprimante, dans un premier temps, de grand volume, avec un volume d'impression à peu près de 50 litres. Elle présente des caractéristiques intéressantes pour la phase de prototypage. La technologie IDEX, vous retrouverez le mode miroir pour imprimer les pièces en symétrie, ainsi que la possibilité de faire le mode duplication, qui va simplement dupliquer la pièce, va permettre d'augmenter la partie productivité. On y retrouvera un système cartérisé pour un maintien en température de l'enceinte d'impression jusqu'à une température de 60 degrés, ce qui va permettre l'impression des matériaux techniques comme l'ABS par exemple. On retrouvera aussi sur l'imprimante des hautaines interchangeables, cela pour optimiser le temps d'impression en fonction de la taille et du modèle de la pièce. Cette imprimante, elle va être aussi équipée d'un système d'autocalibration des hautaines et du plateau. Donc, le tout équipé avec un système filtre EPA H13 et combiné à un filtre charbon actif. Ce qui complétera parfaitement cette imprimante W50, ça va être le Smart Cabinet. Il a plusieurs fonctionnalités. La première, ça va être d'avoir un système de stockage qui va permettre d'acheminer les filaments vers l'imprimante. On pourra y stocker environ une dizaine de bobines de 750 grammes et jusqu'à 4 bobines de 2,5 kg. Tout cela avec un taux d'humidité maîtrisé et sous la barre des 40%, ce qui va permettre de bien conserver vos matériaux pendant le temps d'impression et même après. Enfin, on retrouvera un onduleur qui va permettre de protéger vos impressions des coupures électriques, des micro-coupures par exemple, pendant une dizaine de minutes. Donc, c'est un point très intéressant pour l'utilisation en entreprise. La technologie IDEX qu'offre cette imprimante permettra d'optimiser les temps d'impression et donc d'augmenter la productivité. Tout d'abord, la fonction miroir qui va permettre d'imprimer le modèle et sa symétrie en même temps, cela afin d'éviter une étape de modélisation. Vous retrouverez aussi le mode duplication qui permettra d'imprimer en simultané la même pièce. Cela permettra de diviser par 2 le temps d'impression. Ce mode est idéal pour la partie petite série. On retrouvera aussi l'impression en bimatière, bicolore ou avec support, là où les têtes d'impression indépendantes permettent de garder une très bonne qualité d'impression.
L'imprimante 3D conviendra pour une large gamme de matériaux avec différents profils qui auront été optimisés pour le logiciel BCN 3D Stratos. On y retrouvera aussi les matériaux du fabricant BCN 3D, mais également de BASF. On retrouvera évidemment les matériaux standards, le PLA, le PLA TUF, le PETG et les filaments flexibles TPU qui sont des grands incontournables de l'impression 3D. Mais l'ABS sera aussi rendu facilement imprimable grâce au système caractérisé et au maintien en température de la chambre d'impression. L'imprimante est évidemment compatible et elle est conçue pour l'impression des matériaux composites comme le PACF ou le PPGF. Ces matériaux, ils sont bien connus pour être abrasifs. Il sera nécessaire, par contre, d'installer un hôten adapté pour ces matériaux. On aura aussi le hôten X pour la fibre de verre et le hôten M pour l'impression des matériaux en particules de métal comme le 316L ou le 174PH de BASF. On retrouvera évidemment l'impression des matériaux supports solubles, le PVA ou le BVOH, qui seront très utiles pour vos impressions nécessitant une stratégie de support adaptée à des formes complexes. Voilà pour la présentation des équipements BCN 3D que l'AdLab de Decathlon utilise dans les phases de prototypage. Maxime, je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci Samuel. On va clôturer avec un retour d'expérience et les horizons de l'AdLab. Sur le premier point, sur la partie retour d'expérience, ça nous a permis, grâce aux imprimantes BCN, de pouvoir tester et accélérer les phases de prototypage sur 2 points, la solution miroir et les pièces volumineuses, et donc de pouvoir prendre des décisions plus rapides dans les premières phases de prototypage sur ces 2 points-là, et d'équiper le centre de Salanches dans une phase de test sur la BCN pour valider l'utilisation de la machine et les 2 points qu'on a vus précédemment. Au niveau des perspectives, sur la slide suivante, on a au niveau de l'horizon de l'AdLab, le premier point et ce par quoi on a commencé, c'est le prototypage. Ça reste l'objectif, et donc c'est d'accélérer sur le développement de nos produits et donc de réduire le time to market. Plus on va vite à mettre un produit en magasin, plus on est dans l'innovation au niveau de nos produits. Le deuxième, c'est au niveau de la production. L'objectif, c'est d'être un bureau de méthode pour demain pouvoir confier la production de nos produits finis à des fournisseurs en additive manufacturing, et donc de valider les méthodes en amont dans nos bureaux pour pouvoir les dupliquer en local et faire du reshoring au niveau local pays, par exemple, et pouvoir produire à la demande les composants ou pièces. C'est également valable sur le SAV. Augmenter le catalogue SAV qu'on a chez nous en interne pour avoir plus de références et pouvoir demain les déléguer à nos fournisseurs en fabrication additive en local, et donc produire à la demande localement le SAV pour nos clients et magasins. Merci beaucoup Maxime pour cette présentation sur le prototypage. Je vous laisse avec le mot de la fin. La maîtrise de votre solution d'impression 3D passe également par la formation. Comme je l'ai précisé en début de webinaire, l'objectif de notre centre de formation AVA 3D Academy est de développer les compétences clés liées aux technologies 3D et de vous donner les clés pour que vous puissiez maîtriser vos équipements avec des formations sur mesure. AVA 3D est un centre de formation certifié Calliope qui atteste de la qualité du processus de formation. Cette certification vous permet de bénéficier de financements publics ou mutualisés via les OPCO, les CTP et les AIF par exemple. On va passer maintenant au temps de questions-réponses que vous avez laissé dans la partie Q&A de cette présentation. Je vais regarder ensemble avec vous pour cette partie. On a une question de Antoine à laquelle je peux répondre. Pensez-vous tourner vers l'impression 3D, métal, prototyper des pièces telles que la fourche de vélo que vous avez réalisée pour Van Riesel? Pour info, c'est la fourche de vélo qu'on voit tout en bas à droite avec une optimisation topologique qui a été réalisée en impression 3D métal. On utilise déjà le métal pour prototyper des pièces en externe. Donc on a des fournisseurs externes qui sont validés
pour la partie prototypage et qui permettent de répondre à nos besoins d'impression 3D métal. Et aujourd'hui, on couvre à l'ensemble des sports à travers l'impression métal, mais on a des cas d'application sur des hameçons de pêche, par exemple, sur des parties de trottinettes, sur des fourches de vélo, comme on peut voir, qui sont déjà réalisées en impression 3D métal. Après, au vu du prix et du coût de l'impression, pour le moment, ça reste quand même dans des étapes dans les dernières étapes de validation d'un prototype. En général, on passe par des phases de prototypage plastique auparavant et on se tourne ensuite dans les dernières étapes quand on veut valider mécanique et un essai sur terrain, par exemple, où là, on va utiliser l'impression métal. Question pour Maxime, merci Benoît. Quels sont les principaux challenges auxquels vous êtes encore confrontés dans l'intégration de l'impression 3D dans votre flux de prototypage gamme 2, gamme 3 ? Aujourd'hui, les challenges qu'on a et sur lesquels on travaille, il y a de 1 l'impression métal qui est une des prochaines technos qu'on veut fortement pousser sur la partie prototypage. Mais l'autre partie qu'on pousse, c'est tout ce qui est post-traitement et design for post-traitement, puisqu'aujourd'hui on arrive à faire du design pour la fabrication additive. Après, on se rend compte que suivant les technologies, la partie design for post-traitement est un peu plus compliquée à travailler. Il y a cette partie post-traitement qu'on travaille fortement et comment on vient travailler ce qu'on appelle chez nous le prototype 1200, qui est un proto haut de gamme. Typiquement, le vélo Van Rysel que vous voyez en bas, il est presque 100% imprimé. Et donc là, on cherche à monter en gamme sur ces phases de prototypage dans les gammes 2 et gamme 3 pour avoir des prototypes le plus réels possible et pour pouvoir les proposer sur des packs photos, sur des salons et se rapprocher au maximum de la réalité. Très bien, je pense qu'on a encore une question là qui pourrait être intéressante. Quels sont les différents logiciels 3D que vous utilisez pour le prototypage ? Là, ça va dépendre des affinités de chacun, sachant que on va dire 98% des fichiers qui arrivent chez nous viennent des marques, viennent des concepteurs et designers des différentes marques de chez Decathlon. Donc le logiciel 3D qu'ils utilisent, j'ai pas forcément connaissance de ça. Après, chez nous, en interne, dans l'équipe AdLab, quand on fait de la conception ou de l'aide à la conception produit, suivant les affinités, ça va être sur SolidWorks, Fusion 360, NX, Rhino, avec Grasshopper. Il n'y a pas forcément d'affinité, ça va dépendre de ce que les personnes ont eu l'habitude d'utiliser dans leurs expériences précédentes ou durant leurs études. Fabien, utilisez-vous le prototype en impression 3D, même dans les sports nautiques, voile par exemple? On a un centre à La Rochelle qui s'appelle le Sailing Lab, qui est dédié à la voile avec la marque Tribord, sur lequel on a implanté un centre AdLab. Eux, ils utilisent la partie impression 3D pour faire tout ce qui va être équipement, par exemple le développement produit sur le bateau 5S de chez Tribord. Et après sur le centre de Hendaye qui est dédié aussi au sport nautique mais autre que Tribord, eux vont l'utiliser sur le prototypage de palmes par exemple, sur le prototypage de masques de plongée. Il y a un article sur 3D Native qui est sorti sur un masque de plongée prototypé qui peut être intéressant à regarder et qui a été imprimé sur la technologie PAM de chez Pollen. C'est une technologie qui utilise du pellet d'injection en matière première et qui nous a permis de faire un prototype bonne matière, qui est aussi un des challenges de 2023, le développement du prototypage bonne matière, et de valider sur base d'une impression 3D un proto qui habituellement chez Decathlon était fait via une injection sur un moule prototype. Donc pour info, un moule prototype pour un masque de plongée, c'est environ 20 000 €. Une impression d'un masque de plongée sur la technologie Pollen chez Decathlon, ça va coûter environ 300 €. Donc on a économisé plus de 19 000 € grâce à ce type de prototypage-là dans les sports nautiques. Les études d'optimisation topologique sont-elles réalisées en interne? Il y en a qui sont réalisées en interne et il y en a qui sont réalisées aussi avec les équipes de Fusion 360. Je ne suis pas expert là-dessus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'on n'est pas autonome là-dessus, on travaille avec d'autres sur ces optimisations topologiques et aussi avec des faiseurs de matière.
En dehors des pièces SAV, envisagez-vous d'intégrer l'impression 3D en production et avec quelle échéance? Alors, c'est déjà fait. Il faut savoir qu'il y a 17 références qui sont déjà au catalogue et que les usines peuvent commander. Donc, en fait, c'est référencé sur les logiciels internes comme une pièce injectée et stockée en entrepôt. Et donc, si on prend l'exemple de Lille, on a à la fois les équipes de conception vélo, le centre AdLab, et on a une usine qui s'appelle AML juste à côté du bâtiment de conception vélo qui assemble une partie des vélos de chez Decathlon. Et donc là, l'usine a accès à la plateforme de commande de composants. Et dans ces composants-là, il y a des composants qui sont référencés en impression 3D. Et donc quand ils passent commande, on imprime à la demande pour l'usine en fonction des productions. Et on leur envoie sous moins d'une semaine et demie les composants validés, puisqu'on fait à chaque fois des contrôles qualité comme si c'était une pièce injectée. Et donc on leur envoie déjà des composants vélo. Et c'est ce qui représente les un peu plus de 50 000 quantités qu'on a fait depuis le début de l'année. Que validez-vous lors de l'impression de semelle, car le matériau sera différent de la production? Alors, lorsqu'on l'imprime en FDM, donc on est dans les premières étapes de conception, ça va être majoritairement valider par exemple le positionnement des crampons, un aspect global de la pièce, potentiellement mettre une tige, donc la partie souple textile qui vient dessus. Par contre, ça va être uniquement les premières étapes. Lorsqu'on va vouloir passer sur les étapes un peu plus avancées, on passera sur des impressions soit proto-bonne matière, avec des TPE, des choses comme ça, qui vont avoir un aspect un peu plus proche. Ou alors les marques qui travaillent directement avec leurs partenaires industriels qui vont réaliser la production après pour avoir des semelles injectées en EVA, par exemple, dans les dernières étapes de prototypage. François qui demande: utilisez-vous des matières polymères autres que le PLA et pour quel objectif? Au niveau du FDM, on va utiliser majoritairement du PLA dans 90% des cas. Il y a certains centres du réseau qui vont travailler sur quelques TPU, mais on a découpé l'arbre de décision, ce qu'on appelle chez nous un arbre de décision. Ça veut dire que en fonction de l'étape du projet et de ce qu'on souhaite valider, on va utiliser un bon couple de matière et technologie. Et en général, le couple de matière, technologie, PLA, FDM est dans les premières étapes d'un prototype. Et après, on a d'autres technologies et d'autres matières qui permettent d'avoir des rendus un peu plus précis et qualitatifs dans les autres étapes de conception et de prototypage des produits. Très bien. Je pense qu'on a fait quasiment le tour des questions. Je regarde encore. Parfait, il me semble que c'est bon. Il me semble qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Samuel. Très bien. Bah, écoutez, il est venu le temps de... Il y a une dernière question, je me permets, Samuel. Vas-y. Utilisez-vous d'autres modes d'impression additive autres que le FDM, le prototypage bois ou l'impression résine, par exemple, suivant les domaines d'application? Prototypage bois, non, on ne l'utilise pas. On explore sur la technologie pollen l'impression à base de matériaux biosourcés avec la société Kiori, à base de peau de banane, de noix, pour essayer de réduire l'impact environnemental de nos prototypes. On travaille aussi sur le recyclage de nos prototypes pour réduire l'impact. Et les étapes de résine interviennent dans des phases un peu plus avancées au niveau des projets ou dans la validation de prototypes très précis comme des boîtiers de montre par exemple ou l'intégration de circuits dans des boîtiers de montre ou quand on a besoin d'une étanchéité parfaite sur un produit. Donc la résine on l'a, elle est appliquée dans tous les domaines, dans tous les sports, mais dans une phase un peu plus évoluée des prototypes. Alors, il y a une question, un replay de ce webinaire sera-t-il disponible? Oui, le replay sera bientôt disponible. N'hésitez pas, dans ce cas-là, à aller sur notre site makershop.fr pour être informé de la disponibilité de celui-ci. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Quelles sont les technologies de post-traitement que vous utilisez avec de bons résultats aujourd'hui? Au niveau des technologies de post-traitement, sur le FDM, on n'en fait plus. On en faisait avant
où on venait mastiquer la pièce pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus lisse et pouvoir faire des peintures. Aujourd'hui, on fait plus forcément ça. On va avoir une attaque chimique de chez AMD qui peut être faite sur l'impression multi-jet fusion de HP. Donc là où on vient imprimer en PA12 et faire une attaque chimique. On a de l'imprégnation, donc c'est-à-dire qu'on imprime en PA12 et on vient teinter dans la masse des produits. Donc ça, c'est 2 post-traitements qui sont aujourd'hui validés Indus chez nous et qui permettent de sortir un produit avec un aspect fini pour les clients ou pour le SAV par exemple. Après, en autre technologie de post-traitement, mais uniquement sur la partie prototypage, on va avoir tout ce qui va être découpe, assemblage. On considère chez nous que c'est déjà une phase de post-traitement, la phase d'assemblage et de collage. On va avoir tout ce qui va être avant la peinture, ponçage, peinture, vernis. On va avoir la mise en place de stickers, la mise en place de peinture à effet, la gravure laser, le tamponnage. On travaille un peu sur la métallisation, mais de moins en moins. On fait beaucoup plus d'impression métal que de métallisation. Et c'est majoritairement ce qu'on va faire. J'en ai peut-être oublié, mais un des gros post-traitements qu'on a travaillé ces 2 dernières années, c'est impression en clear, donc en matière transparente, avec un ponçage et un vernis pour avoir un aspect le plus transparent possible. D'accord. Alors, il me semble qu'il y a une dernière question. Pouvez-vous commenter sur votre protocole de validation de nouveaux matériaux? Travaillez-vous en lien avec les producteurs d'imprimantes sur le développement de nouveaux matériaux? Au niveau des protocoles de validation, le standard chez nous, on fait une commande chez un service bureau ou directement chez le faiseur de matière ou d'imprimante, de prototypes tests qu'on va avoir et d'éprouvettes de traction des bonnes. Et on va valider grâce aux protos l'aspect esthétique et grâce aux éprouvettes la partie caractérisation des matières. On a 2 ingés matières dans l'équipe qui permettent de comparer à la fois les résultats théoriques du faiseur de matière et les résultats réels qu'on a dans nos laboratoires pour s'assurer que la matière correspond bien à la fiche technique. Et on compare aux potentiels cas d'application et aux matières déjà utilisées chez nous. Et ensuite, on travaille avec le producteur d'imprimante et pour développer des nouvelles matières. Le cas qui est le plus probant chez nous, c'est avec 3D Systems et les figures 4, donc une technologie DLP résine. On vient travailler les nouvelles matières, donc on a des matières en bêta-test, et donc on vient affiner les profils d'impression avec eux et on vient caractériser avec eux aussi les matières en phase de bêta-test pour les ajuster avant qu'elles soient disponibles sur le marché. Mais il y a une grosse phase de caractérisation des matériaux. Alors, il y a une question ici aussi. Quel matériau pour faire du transparent? Alors, sur la partie FDM, c'est vrai qu'on va plutôt recommander tout ce qui va être PETG par exemple. Alors évidemment, en matériaux de base translucide, il y aura différentes couleurs, en transparent incolore ou sinon transparent coloré, vert, bleu et autres. Par contre, on n'aura pas une transparence, on aura une translucidité de la pièce due aux épaisseurs de couches successives qui va bloquer quand même un petit peu la transparence, et ensuite on peut opter pour effectuer une installation, une vaporisation d'un vernis par exemple. Donc ça va être plus pour la partie FDM. On va pas avoir une transparence totale, on va avoir une translucidité. Par contre sur la partie résine, comme le disait Maxime, on peut aller aussi sur du post-traitement, ponçage ou autre pour enlever ces aspérités et obtenir une transparence maximum. En interne, chez nous, on utilise, par exemple, sur l'exemple de la fourche de vélo qu'on voit en bas à droite, oui. Là où il y a marqué additif, c'est une fourche imprimée en résine clear sur une J750 qu'on a en interne sur le centre de Lille. Et majoritairement, quand on veut faire du transparent, on n'a pas de transparent, on a un très bon translucide. On passe par les technologies résine comme Objet 30 ou J750. Antoine, est-il possible de faire une visite du site AdLab? Évidemment, c'est possible.
tu peux prendre contact avec moi. Faut juste qu'on voit en fonction de ton métier si tu travailles pas dans le domaine du sport, mais sinon il n'y a pas de souci. Alors, petite question sur du PA12CF imprimé FDM. Je cherche une finition lisse pour une tenue à la température à 90. Que pourriez-vous préconiser? Alors déjà pour la température, pour la résistance à la température, je pense que le matériau sélectionné est déjà le bon. Pour la partie finition lisse, au vu du matériau, je pense qu'un ponçage de la pièce, si c'est effectivement possible, ça risque de toucher un petit peu le dimensionnel, mais je pense que le ponçage semble être une option intéressante. Sinon, on pourra rajouter une solution sur la pièce. Par contre, il faudra s'assurer que celle-ci tienne bien à la température de 90 ensuite. Voilà pour la question de William. Avez-vous un centre de développement et de prototypage de produits pour le kitesurf, planche à voile, canoë, kayak? Oui, c'est celui de Hendaye qui est sur les côtes au niveau de Hendaye et qui développe avec la marque Olayan par exemple tout ce qui va être planche et Tiwit pour la partie kayak. Donc oui, on a tout le développement en interne. Il faut savoir que toutes les marques de chez Decathlon, tous les produits que vous trouvez en magasin, qui ne sont pas des AMI ou autres marques internationales, donc toutes les marques Decathlon sont développées en interne. Très bien. Eh bien, c'est super, hein. Toutes les questions sont presque arrivées en même temps, mais au moins on a pu répondre à la majeure partie. Néanmoins, si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, allez directement sur makershop.fr et n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Merci en tout cas Maxime et merci à Decathlon pour avoir participé à ce webinaire. Et nous remercions aussi tous les participants pour votre présence. Un replay sera bientôt disponible. Merci Maxime encore. Merci à tous et puis bonne journée. Très bien, je vous dis à bientôt sur makershop.fr.